Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour mon cher Kira, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien, merci beaucoup. Je fais tous les ponts au mois de mai, j'ai pris en plus des RTT, donc je t'avoue que ma vie est plutôt calme en ce moment et ça fait du bien entre mon déménagement et clair-obscur qui me prend évidemment beaucoup de temps. J'ai terminé, je suis sur le 100% et je prends énormément de plaisir. Je ne vais pas divulguer ma chronique à l'avance, mais je kiffe. Aussi, je suis sur la fin de Xenoblade Chronicle 2, donc tu vois, tous ces congés me permettent de solder voilà ce que j'ai à solder exactement. Et en manga, bah écoute, je me fais plaisir avec Hokuto no Ken toujours, sur la Perfect Edition que j'adore. J'ai acheté d'ailleurs le jeu, on en avait un petit peu parlé, First of the North Star, qui est sur PS4, PS5. Donc à voir ce que ça donne. Oui. Et enfin, j'ai eu un coup de cœur de bande dessinée dont je vous parle la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, pardon, c'est Shin Zero, au label 619. Voilà, j'ai grave kiffé et j'ai hâte de t'en parler dans 2 semaines, mon cher Kira. Et toi, ta semaine, dis-nous tout. Alors c'est pareil, je me tape quasiment tous les ponts, sauf celui de cette semaine, tu vois, mais la semaine prochaine, je suis en vacances. Tu travailles alors, demain, ça d'accord. compense. Okay. Voilà, alors ça compense, vu que la semaine prochaine, je ne travaille pas. Donc moi, bon, j'ai pas mal bossé cette semaine, mais j'ai dû me sociabiliser, ce qui est assez rare. Donc du coup, j'ai dû faire des soirées, plusieurs, et j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup à clair-obscur cette semaine, ce qui m'embête. Donc j'aimerais bien le reprendre, rapidement. J'ai joué un petit peu, mais c'est vraiment sans plus. Je suis malgré tout allé voir Thunderbolts au cinéma la semaine dernière. C'était très cool. C'est le moins Marvel des Marvel. Et surtout, c'est peut-être on va dire, dans le top 3 des meilleurs films post-Endgame. Donc à voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas je sais que je l'attendais beaucoup, j'ai pas été déçu, et pour l'instant les retours de tout le monde sont plutôt positifs en tout cas. Et j'ai commencé une série sur Apple TV qui s'appelle The Studio, qui parle des coulisses d'un studio de cinéma. Oh, c'est pour toi ça. Production excellent. Et tout. C'est très cool, c'est filmé avec beaucoup de plans séquences, un peu à la manière de The Office, c'est comme si la caméra les suivait partout. C'est très très drôle, c'est hyper fin, on découvre un petit peu l'envers du décor. Le dernier épisode que j'ai vu, tu sais, c'est sur l'inclusivité dans les films, et tu vois à quel point les mecs sont tellement parano qu'à chaque fois ils en rajoutent. Donc ça tourne ça vraiment à l'autodérision, c'est très très acide et acerbe, donc non, c'est vraiment cool. Donc là j'ai vu les 6 épisodes sur 10, donc j'attends les 4 autres prochains qui devraient arriver prochainement. Avant de commencer le sommaire, comment on peut faire plaisir à la taverne ? Alors, 5 étoiles sur nos applications de podcast, c'est le cadeau que vous pouvez nous faire. Vous nous demandez souvent comment nous soutenir, il n'y a qu'une façon de le faire aujourd'hui. Nous travaillons bénévolement, pour vous, pour la taverne, pour nous, pour notre plaisir. Mais du coup, on réclame comme soutien, c'est vrai, les notes sur les applications de podcast, ça permet de remonter davantage. Et ça marche bien, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc ceux qui ont un compte par exemple Instagram, allez chercher la Taverne du Gamer et vous verrez que nous sommes là. Et le compte grandit petit à petit, donc aidez-nous. Donc voilà, un petit appel à l'aide, j'allais dire, bon c'est un peu abusé, mais on réclame votre aide sur les 5 étoiles et sur les réseaux bien sûr. Et en sommaire, grosse émission, donc c'est pour ça qu'on va un petit peu plus vite à l'intro. On va parler de Gears of War qui arrive sur PS5, on va parler d'Xbox et de l'augmentation tarifaire. Tu vas nous parler de South of Midnight, tes petits coups de cœur, et tu veux nous dire des choses sur les ventes, je crois. Et évidemment, comme on aime le dire, l'éléphant au centre de la pièce, ou je ne sais plus quelle expression. GOTY 2026. Voilà, GTA 6. Ensuite, tu nous parles de Mafia Collection, je crois, en chronique de jeu. C'est ça ? Mafia Definitive Edition. Tout à fait. Definitive Edition. Et enfin, je termine sur une série Netflix, Les Escrocs de Tokyo, donc, qui est très cool, donc j'ai hâte aussi de vous en parler. C'est un peu la mafia. Et tu vas voir. Bon, on attaque du coup avec la première news. Allez, générique. Microsoft a annoncé la sortie de Gears of War Reloaded, un remaster du premier opus qui arrivera sur PS5.
Xbox Series XS et PC le 26 août. Donc c'est une première historique pour la série, car jusque-là, le jeu, enfin du moins la saga, la licence, était exclusive aux plateformes Xbox. Ça permettra donc aux joueurs de Sony de stater, on va dire, une des meilleures sagas du jeu vidéo. Quelques spécifiques techniques ont été communiquées, donc résolution 4K avec texture remasterisée, 60 FPS en mode campagne et 120 FPS en mode multijoueur, HDR, Dolby Atmos 7.1 et VRR, aucun temps de chargement en mode campagne, il est crossplay et cross-progression sur toutes les plateformes, mode multijoueur jusqu'à 8 joueurs et donc 4 en écran partagé, donc à l'ancienne, ça c'est cool. Et le jeu sera donc disponible Day One dans le Game Pass Ultimate, et les joueurs possédant déjà Gears of War Ultimate Edition, qui était déjà la version remasterisée sur Xbox One, pourront télécharger gratuitement cette nouvelle version. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut noter ? C'est que Microsoft, pour le coup, offre la mise à jour, il la facture pas 10 balles, donc ça c'est quand même assez appréciable, hein, ça fait plaisir. Autre petite chose, du coup Gears of War qui arrive sur PlayStation 5, donc c'est super cool pour les gens qui n'ont jamais essayé cette saga, qui sont, on va dire, exclusivement réservés à la plateforme de Sony. C'est cool parce que c'est vraiment une très très grande saga de jeux vidéo. Et puis moi ça m'a fait un petit coup, tu vois, ça fait, enfin pas un petit coup dans le sens où j'ai le seum, mais ça m'a fait bizarre. Gears of War c'est quand même le deuxième maître étalon de la Xbox avec Halo et Forza. Forza est déjà parti, là maintenant Gears est parti, donc la prochaine étape ce sera Halo, du moins je pense. Et pareil, Microsoft est en train d'amorcer doucement sa transition d'éditeur tiers, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Ouais, je partage complètement ton avis. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que on associe évidemment ces grandes licences, d'autant plus quand elles sont cultes comme Gears of War, à une marque, à une console, donc Xbox là en l'occurrence. Donc c'est vrai, ça donne toujours un petit peu ce sentiment de délitement de la marque Xbox au profit des autres consoles, mais aujourd'hui c'est leur stratégie, elle est assumée. Je crois que le plus gros jalon de toute façon a été Forza parce que c'était les jeux les plus récents. Gears, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je pense que c'est pour préparer le Gears Heyday qui devrait arriver l'année prochaine de mémoire. Ouais, certainement. Après, ça remet ça remet de la visibilité, de la hype sur la saga. Enfin, moi, j'y vois que des côtés positifs, à part évidemment, et enfin, je les jugerai jamais, aux personnes très attachées à la marque et aux exclusivités Xbox, qui oui peuvent vivre ça comme la fin d'une histoire, la fin d'une époque, et encore une fois on peut pas l'en vouloir, mais c'est bien pour les joueurs PlayStation qui ont jamais connu la licence. Peut-être que ça arrivera même tu l'as dit, Switch 2 je crois, d'ailleurs ça a été annoncé, non ? Mais j'ai rien vu en ce sens, pour l'instant ils ont annoncé PlayStation. Après, j'avais cru, ok. Je pense que ça viendra dessus directement. Les Gears of War, ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus il y aura de quoi manger, hein. Il y a 5 jeux canoniques, il y a 2 spin-offs dont un Tactical et une préquelle qui va arriver prochainement. Donc si tous les jeux arrivent petit à petit, surtout si l'épisode 2, 3 et Judgment sont remasterisés pour une sortie sur PlayStation, mine de rien ça va faire des joueurs et ça va faire comme je dis, une des plus grandes sagas du jeu vidéo qui va arriver, quoi. Oui, et puis soyons pragmatiques. Au-delà de l'effet un peu émotionnel, c'est vrai de voir des grosses licences comme ça bouger et la fin d'une époque comme je disais, mais il y a beaucoup de jeux, il y a une grosse saga, il y a une manne financière énorme, et ressortir ces jeux-là sur d'autres plateformes, oui, ça fait gagner de l'argent, et Microsoft, je vous spoil, sont là pour ça, au même titre que les autres, hein, d'ailleurs. Surtout Microsoft. Ouais, surtout Microsoft. Donc voilà, c'est un choix qui est pragmatique, qui est dans le sens du joueur, et qui, c'est vrai, en termes d'image de marque, écorne un petit peu les fans, je vais pas dire fanboy parce que c'est péjoratif, mais les vrais fans attachés à la marque et qui le sont de façon sereine, oui, je comprends que ça les ennuie, mais je crois qu'il faut s'y habituer maintenant avec Xbox et même avec PlayStation qui porte sur PC. Enfin voilà, c'est dans le sens de l'histoire, je pense. Surtout que c'est tout bénef pour eux. Les jeux seront payants donc sur PlayStation. Je suppose qu'ils sont vendus aux alentours de 70 €, 79 €, ça m'étonnerait pas. Et ils se vendent très bien sur PlayStation. Oui. Les jeux se vendent très bien tout à fait sur PlayStation. À côté de ça, le jeu sera disponible dans le Game Pass Day One, et les gens, comme je le disais, qui ont déjà la console, au final, la cible, c'est pas la Xbox, en fait, c'est vraiment la PlayStation 5. Oui, bien évidemment. Et Forza est un carton sur PlayStation, ça fait partie du top 3 des jeux les plus vendus au moment où il est sorti. Oblivion aussi. Donc voilà. C'est dans le sens de l'histoire, et en restant, j'enchaîne directement, Kira, parce que tout ça est très lié en termes d'actualité, mais
Alors que justement, c'est une grosse news chapitrée. Voilà, exactement, c'est une grosse news chapitrée Xbox parce que le premier chapitre finalement de cette news est en effet le portage petit à petit des exclus Xbox sur d'autres consoles. Autre fait, Microsoft aujourd'hui est l'entreprise, il faut le savoir, la plus riche au monde avec la plus grande capitalisation boursière. Donc tout ça a du sens, ils sont là pour faire du blé, il faut se le dire. La Xbox Series n'étant pas en plus un très grand succès commercial, et je pense que je trahis aucun secret en le disant, ils ont annoncé ce qui devait arriver malheureusement, à savoir une augmentation des prix des consoles, parce que quand il n'y a plus de croissance possible sur un produit ou un service comme Netflix, une fois qu'ils ont atteint leur plafond de verre, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix. C'est pareil pour tous les abonnements. Et pour le hardware, c'est pareil, quand il n'y a plus de croissance, les prix augmentent, surtout qu'on est dans un marché très inflationniste, et donc les consoles atteignent là, je trouve vraiment, moi c'est la barre symbolique des 549 qui était pour moi la barre symbolique a été franchie. La série X avec lecteur donc a atteint les 600 €, donc ce qui est à mon sens tout à fait astronomique. La digitale 550, leur série S 1 Tera qui était leur entrée de marché à 400 €, la 512 Go à 349. Et toutes les manettes augmentent aussi, tous les accessoires. Enfin bref, là on est en train de vivre vraiment, et en particulier là pour le coup, parce que c'est le coup de l'actualité Xbox, une inflation record sur les consoles. Et encore une fois, ce prix de 600 €, la 2 Tera coûte 700 €. Donc une Xbox Series X 2 Tera, c'est 700 €. Qui a envie de mettre 700 € dans une Xbox Series X maintenant? Voilà, enfin, je trouve ça en effet déraisonnable. PlayStation avait augmenté aussi et on trouvait ça excessif avec une digitale qui pouvait atteindre qui est 449 avec le pack Fortnite et 499 une version digitale normale, 549 celle avec lecteur. Donc là, Xbox, voilà, se positionne encore plus cher que PlayStation. Donc c'est décontenançant. Je sais pas si le mot se dit, mais c'est ce que ça m'a fait. Oui, c'est comme je reprends un peu ce que j'ai dit la semaine dernière. Une console qui augmente de prix aux 3/4 de sa vie, c'est n'importe quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt concrètement de faire ça. Est-ce que ça va inciter les gens à acheter une Xbox? Franchement, j'en ai un gros doute, parce que les gens qui la voulaient, soit ils l'ont déjà, soit maintenant ils vont y réfléchir à deux fois, parce qu'en plus les exclus arrivent chez la concurrence. Bien sûr. Il n'y a aucun intérêt d'acheter une Xbox Series pour l'instant. À côté de ça, en plus, est-ce que c'est pas une volonté de Microsoft du coup de vendre encore une fois du Game Pass, mais via des biais détournés, PC, application télé? Donc en fait, vous voulez une Xbox, vous en avez une, sinon si vous voulez jouer à Xbox, vous pouvez via votre télévision, via l'abonnement. Samsung, LG, ouais. Ouais, est-ce que c'est une solution qu'ils ont envisagée? Je pense, parce que bon, ils augmentent pas les prix à l'arrache comme ça, c'est réfléchi en amont. Mais oui, non, c'est encore une fois, ça se fout de la gueule des joueurs, j'aime pas ça, c'est un peu la mentalité de cette génération de consoles. Et je t'avoue, j'ai du mal. On en parlait la dernière fois et je te disais que j'étais déçu de cette génération de consoles sur pas mal de points. Et ça en fait partie. Pour moi, c'est vraiment un gros bémol. Ouais, non, je comprends. Après, et je te rejoins dans ton analyse. Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Mais est-ce que c'est une volonté, en effet, d'Xbox de détruire un petit peu avec le temps cet ancien monde de la console de salon in fine en plus? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est vrai. Ça rend la Switch 2 à 469 € encore plus entendable, presque, enfin un bon marché finalement, parce que là on a une console hybride. Et aussi fait intéressant, à la fin d'année, les jeux first party augmenteront à 80 $. Ce qui fait pas généralement 80 €, ce qui ferait plutôt 90, parce que les jeux aujourd'hui sont à 70 $, mais les jeux first party on les paye 80 € sur Xbox comme sur PlayStation aujourd'hui. Alors peut-être que dans les faits, ils nous ont annoncé les jeux à 90 €, et ça, on s'en rendra compte qu'en fin d'année, avec la conversion des prix, des TVA, etc. Mais en effet, même sur la partie jeu, ça inaugure pas du bon. Donc, ouais, c'est... Voilà, on vit en même temps un monde de jeux vidéo assez fou, avec des annonces de ouf, des jeux de ouf. Enfin, c'est historique pour plein de raisons. Des remasters de ouf. Oui, des remasters. Mais enfin, quand on traite l'actualité, on a tellement matière à débattre sur tout un tas de choses hyper stimulantes, hyper intéressantes. Mais ça, c'est vraiment le côté noir du jeu vidéo en ce moment. C'est ces prix des consoles qui augmentent dans la génération. Alors, comme tu l'avais très bien dit la dernière fois,
on avait plutôt tendance à se dire que ça baisse en coût avec les versions light, les versions allégées qui sont moins chères. Donc ouais, c'est assez décevant et enfin voilà, moi je trouve que c'est des prix complètement délirants. Est-ce que c'est pas une façon de nous passer la vaseline là avant la sortie des prochaines générations de consoles ? Moi je pense que les prochaines générations de consoles vont quand même bien piquer et au final en augmentant les prix de la génération précédente, le delta sera moindre et donc du coup il y aura moins cet effet oui, enfin elle est vendue 300 € de plus, ça va, enfin oui, en attendant elle a augmenté de 200 balles. Donc est-ce que ça serait pas ça aussi le plan ? Parce que mine de rien on a vu la PlayStation 5 Pro est aussi assez coûteuse. Est-ce que la PS6 sera dans les mêmes tarifs ou plus cher, mais en augmentant les tarifs des générations d'avant, au final c'est de l'esbrouf. Alors Là, j'ai un avis plutôt contraire. J'ai jamais cru vraiment à cette théorie, mais en tout cas, elle s'entend et enfin, c'est des voix qui émergent dans ce sens. Du prix des composants qui augmente. Mais complètement. Donc c'est pour ça, je pense que ça s'entend. Moi, je me dis plus que chaque constructeur a une vision différente. Je me dis qu'Xbox, non. Enfin, c'est pas leur but de se dire la première génération de consoles, on va les habituer à payer plus cher, parce que je pense que eux, je suis pas certain qu'il y aura une prochaine Xbox. Ça m'étonnerait dans le format tel qu'on le connaît actuellement. PlayStation, peut-être que oui. Ce serait plus le plan et Nintendo restera, même si ça augmente, les moins chers de toute façon avec un mode plus hybride. Donc moi je vois plutôt 3 stratégies un peu distinctes, mais ça, il y a que l'avenir, mon cher Kira, qui nous le dira. Tout à fait. On continue sur Xbox, donc je vais parler un petit peu de South of Midnight, donc qui est sorti le 8 avril 2025 et attiré un peu plus d'1 million de joueurs. Donc c'est un chiffre qui peut sembler bon comme ça, comparé à d'autres titres du Game Pass comme Avowed, mais non, en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Avowed, malgré la shitstorm qui s'est pris, a rassemblé presque 6 millions de joueurs sur une période équivalente. Donc c'est là qu'on voit quand même que le jeu s'est un peu cassé la gueule. Et malgré des critiques globalement positives, dont la mienne, donc qui salue son univers original et son approche narrative très immersive, le jeu n'a donc pas réussi à piquer la curiosité des joueurs. Donc je rappelle que le Game Pass, c'est 34 millions d'abonnés, il faut ajouter à ce résultat les joueurs Steam, c'est quand même une sacrée plantade. Cependant, Compulsion Games, le studio, semble assumer cette orientation et ils ont indiqué qu'ils ne cherchaient pas à produire des blockbusters, mais plutôt des jeux qui apportent de la diversité dans le catalogue Xbox et dans le catalogue du jeu vidéo en fait. Et donc South of Midnight s'inscrit dans cette logique visant un public de niche plutôt qu'un succès de masse. Et ils indiquent que c'est un jeu qui n'aurait pas pu voir le jour sans le service du Game Pass. Un peu comme Pentiment que j'utilise souvent en exemple. Eux, ils sont contents du coup des résultats qui ont été communiqués, donc c'est qu'au final le jeu n'a peut-être pas dû coûter si cher que ça, c'est vraiment plus un produit de fond de catalogue. Moi je trouve ça dommage parce que c'est un jeu quand même qui mérite d'être essayé rien que pour son histoire et son ambiance. Je vous renvoie ma critique que j'ai fait il y a un peu plus de 15 jours. Mais voilà, ça ce sont les chiffres de South of Midnight. Du coup ça renvoie à l'augmentation de la série, enfin de la Xbox, ça renvoie également à la sortie de Gears. Il y a 34 millions d'abonnés, ça semble beaucoup, mais ça fait des années que ça bouge pas en fait, et donc je pense qu'ils ont atteint leur plafond de verre. Ouais, je pense comme toi. Après sur ta actualité, donc très intéressante, je savais pas du tout, 2 choses quand même. Je persiste à penser que le planning de sortie d'Xbox n'était pas bon sur ces dernières semaines. South of Midnight, Clair Obscur, Oblivion, Doom, noyés dans toutes ces actualités jeux vidéo, ils ont laissé, je trouve, peu de place à South of Midnight qui aurait mérité mieux, une vraie fenêtre sur la durée. Et second point, je trouve quand même un peu bullshit la déclaration du gars qui dit nous on n'était pas là pour vendre des jeux. À un moment le mec il est pas boulanger s'il fait des jeux pour pas les vendre. Bientôt il va nous dire que s'il avait fait 10 millions de ventes ça l'aurait embêté. Donc je pense que c'est un discours un peu politique, je l'entends. Après j'aime mieux ce qu'il dit, le côté faire vivre une expérience différente, faire des jeux différents, etc. Ça c'est hyper louable et ça je crois en ça, mais pour le coup, fait, c'est le cas en plus. Ouais, pour le coup, c'est le cas, mais le fait est que il a pas vendu beaucoup, mais il est pas là pour ça. Je suis pas certain que les actionnaires Microsoft ou Xbox soient tout à fait d'accord avec ça. Après, on sait que les joueurs Game Pass picorent, c'est-à-dire ils essayent des jeux. Je parlais de Clair Obscur avec pas mal de personnes, des collègues, et j'ai des personnes qui ont lancé Clair Obscur, qui ont joué 20 minutes et qui disent je le reprendrai plus tard. Donc j'étais en mode ils le reprendront jamais. À quoi ça sert en fait? Pourquoi tu lances un jeu, tu lances 20 minutes ou 1 heure et finalement tu le reprendrais plus tard? Ouais, c'est parce que je suis encore sur Assassin's Creed, ou ouais non, c'est parce qu'il y a tel jeu qui est sorti entre temps. Enfin, et au final, je sais pas si t'as vu la news passer, mais on voit le temps de jeu des personnes sur Xbox est divisé par 2 par rapport à la PlayStation de mémoire.
Et c'est peut-être ça aussi le problème et l'avantage, on va dire, du Game Pass, c'est qu'on peut tester, mais que les jeux testent, ils laissent pas forcément la chance au jeu. Ils se disent c'est bien, puis je verrai plus tard, et puis en fait ils vont jamais reprendre, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, moi je suis assez déçu quand même pour South of Midnight. Il y a eu des gros succès, justement Clair Obscur qui a fait plus de 2 millions, je crois, en 3-4 jours. Il y a Split Fiction qui est à 4 millions. Donc je pense que, en tout cas, South of Midnight aurait mérité, de ce que tu as dit, j'y ai pas joué, mais son petit succès d'estime, parce que voilà, c'est un jeu qui propose quelque chose de différent. Et qui fera certainement pas 100 millions de ventes comme GTA 6. Qu'est-ce que tu penses de cette transition, cher Kira? Faut qu'il fasse au moins 300 millions de ventes comme GTA 5. Et là, on pourra dire que ça sera un beau succès, quoi. Un petit succès pour Rockstar. Mais bon, le développeur, le gars, il veut pas. Donc ils font des jeux vraiment du succès d'estime, quoi. C'est vrai, voilà. Tu me fais trop rire. Bon, bref. GTA 6, donc oui, la dernière actualité. Bon, finalement, je suis pas le meilleur pour en parler parce que je joue pas à GTA, mais en tout cas, le 26 mai 2026, vous pourrez jouer à GTA. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il allait sortir en fin d'année parce qu'il l'avait dit. Donc, éternel optimiste qui s'est planté. Donc, il sort l'année prochaine, au mois de mai. J'arrêtais pas de dire qu'il allait être décalé à l'année prochaine. Et encore, la semaine dernière, en faisant du GTA 5 online, je disais, les gars, GTA 6, vous allez voir, il va être décalé l'année prochaine. On me dit, ouais, non, t'es fou et tout, machin. Je dis, si, un Rockstar qui n'est pas décalé n'est pas un jeu Rockstar. Et là, il a pris 1 an et 20 jours dans la gueule. Et voilà, il est décalé. Et pour nous faire passer la pilule, il nous donne le trailer numéro 2 qui a cassé Internet en battant des records, je crois, de visionnage pour un jeu vidéo. Donc il a tout cassé avec son ambiance Vice City, Floride, saturée de soleil, ton sépia, etc. Tout magnifique. Bon, moi, ça me parle pas trop. Je vais noter 2 choses. La présence assez importante de PlayStation dans la communication de Rockstar, parce qu'ils mettent bien que c'est pas capturé sur console, ils mettent que c'est capturé sur PS5, donc on sent le très gros pas PS5 Pro. Oui, en sur plus, PS5. alors que c'est assez incroyable. Ouais, en plus c'est très 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 beau. Mais voilà, on sent toujours que Rockstar et Sony en termes de communication sont très très liés. Et aussi, je trouve que c'est époustouflant, je trouve que c'est beau, mais je trouve que c'est presque déstabilisant tellement que c'est trop, c'est incroyablement magnifique, je sais pas, j'ai même pas les mots, c'est photoréaliste, mais ça donne un petit côté Uncanny Valley, je sais pas si la vallée de l'étrange. Ouais, parce que en fait, on arrive à un niveau de photoréalisme où moi je trouve que ça commence à faire vraiment trop fake, alors que le jeu vidéo est fake, tout est fake dans ce qu'on voit dans les interactions vidéoludiques. Mais voilà, moi je suis à un niveau où c'est presque trop pour moi, mais de toute façon, j'étais pas client. Toi qui es grand fan, Kira, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as vécu un moment de ouf, non? Ouais, non, j'ai regardé la bande-annonce plusieurs fois, je l'ai disséqué forcément. C'était très très cool, c'était comment dire, t'as kiffé, forcément une bande-annonce que j'attendais beaucoup. Pareil, ils ont ouvert un site internet dédié à GTA 6 en parallèle. Ah, ok. Il y a pas mal d'informations sur le jeu, comme la carte, les différents biomes, et également une biographie de tous les personnages. Donc on va retrouver la patte Rockstar, le côté satire des États-Unis, qui a l'air encore une fois très très mise en avant. Et ça me plaît, parce que c'est ce que je recherche dans un GTA. Parce que GTA, c'est pas forcément pam pam boum boum en fait. Énormément de gens disent c'est pam pam boum boum, on vole des bagnoles, on va voir des prostituées, voilà. Enfin oui, non, en fait c'est pas que ça GTA, fort heureusement. Certes, c'est une satire de la société. C'est l'avantage, voilà. Là, on se retrouve vraiment sur une satire de la société, et on se retrouve en plus avec 2 personnages très différents par rapport à tous les autres personnages qu'on a eu dans tous les GTA. Là, on a un couple en fait qui vont faire un braquage. Le braquage a mal tourné, et derrière, ils vont devoir en payer les conséquences. Et ils vont rencontrer des personnes haut en couleur, tout en arpentant la ville de Vice City et les Everglades. Donc c'est vraiment moi ce que j'attends de voir. L'ambiance a l'air fantastique. Comme tu dis, il y a ce côté un peu Uncanny Valley sur certains personnages. Je me demande s'il n'y a pas quelques features qui vont revenir. Par exemple, le personnage principal a l'air d'être plus musclé que sur la première bande-annonce, et on le voit à un moment soulever de la fonte. Donc est-ce qu'ils ont remis le système tu peux le faire, le musclé, d'augmentation ou de perte de poids pendant le jeu? Donc je l'espère en tout cas. Ouais. Mais voilà, c'est donc le 26 mai 2026, je serai forcément présent. J'ai hâte de mettre les mains dessus, parce que c'est quand même une de mes plus grosses attentes, et je pense que ça va tout casser dans le jeu vidéo forcément. Donc c'est pas plus mal que ça soit décalé, ça laisse une chance à d'autres jeux, je pense, au Game Awards cette année. Donc à voir.
Eh ben écoute, dans mon extrême générosité, je te laisse la chronique, Kira. J'avais très envie de la faire, mais non, mais j'ai hâte en tout cas que tu nous en parles. Et même si je suis pas du tout client, je peux que suivre quand même le truc, parce que c'est tellement un événement, c'est tellement phénoménal ce que fait Rockstar que tu vois, même moi qui suis étranger à tout ça et qui joue pas à GTA, je regarde quand même ça d'un œil évidemment attentif. Ainsi se termine donc la partie news de la semaine. On va attaquer sur la partie test. Donc je vais parler d'un autre jeu, une autre satire, peut-être une autre inspiration, qui est Mafia Definitive Edition, donc le remake de Mafia premier du nom. Donc avant, je vous ai sélectionné un petit peu de musique parce qu'elles sont toujours cool, et on attaque directement le test. Mafia Definitive Edition, comme je le disais, est un remake d'un jeu initialement sorti en 2002. L'histoire suit Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui se retrouve mêlé malgré lui aux affaires de la famille Salieri, l'une des puissantes organisations criminelles de la ville fictive de Lost Haven dans les années 30. D'abord hésitant à embrasser cette vie, Tommy va peu à peu se lier à ses nouveaux camarades et gravir les échelons du monde criminel. Mais cette ascension n'est pas sans conséquences. On va retrouver toutes les thématiques habituelles, trahison, conflit avec la mafia rivale, des dilemmes moraux, un rythme, on va dire le rythme de cette fresque est inspiré des grands classiques du cinéma de gangster. Est-ce que c'est une bonne pioche ? Bon, je vous le dis tout de suite, oui. Mais voilà, je voulais vous en parler car le prochain Mafia arrive cet été et c'est l'occasion justement de préparer le terrain doucement. Et en plus, je crois que tu te fais plaisir parce que tu es grand fan de Mafia et de ces jeux-là. C'est ça, tout à fait. Je suis fan de Mafia parce que je l'expliquerai dans ma chronique, mais c'est pas un open world comme les autres et c'est ce qui fait que c'est si cool à jouer en tout cas. Mafia Definitive Edition n'est pas qu'une simple version remasterisée. Il est développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, sorti en 2020. Il s'agit d'un remake complet du jeu original utilisant le moteur graphique de Mafia 3. L'objectif était clair, moderniser un classique qui avait une palanquée de défauts à son époque et qui a quand même salement vieilli. Tout en respectant son ADN et son ambiance, donc déjà pour commencer, refonte graphique totale et spectaculaire, mais aussi une mise à jour des mécaniques de jeu, un enrichissement du scénario, un nouveau doublage et des dialogues réécrits. L'équipe de développement a donc préservé ce qui faisait la substantifique moelle du titre original. C'était dur à dire, ça. C'était dur à dire. Tout en le rendant accessible aux nouvelles générations de joueurs, en faisant de ce fait le meilleur opus de la trilogie. Ainsi, la ville de Lost Haven a été retravaillée avec un souci du détail très impressionnant, renforçant son atmosphère inspirée du Chicago des années 30. Le titre propose une approche immersive cinématographique du jeu d'action-aventure, car contrairement au monde des open world modernes, ici, zéro mission secondaire. Le jeu mise sur une structure narrative linéaire où chaque mission est minutieusement mise en scène. Il y a quand même quelques collectibles à récupérer lors des missions, comme des BD, des journaux ou des cartes de poker, mais rien de plus. On alterne entre fusillade intense, course-poursuite et interaction avec les personnages. Tout est mis en œuvre pour ressentir l'époque à laquelle nous sommes poussés, dans laquelle nous sommes poussés, et surtout pour nous faire éprouver l'attachement aux personnages. Ce qui est quand même un des gros points forts de ce jeu, c'est les personnages en fait. Okay. Notre terrain de jeu, Lost Haven, est un personnage à part entière, une ville typique des années 30 et un véritable tableau vivant de l'époque de la Prohibition. Chaque quartier possède son identité visuelle et sociale, du centre-ville riche et animé, aux zones industrielles délabrées, en passant par les quartiers résidentiels où la mafia exerce son influence. Les tramways, les passants, les modèles de voitures sont fidèles à l'époque, les bars clandestins ajoutent aussi une couche d'immersion indispensable pour ce type de jeu.
on a vraiment l'impression d'être plongé dans un univers mafieux, type Le Parrain, Les Affranchis, enfin vraiment les grands films de mafia, où chaque ruelle peut cacher un deal illicite ou une embuscade. On entend on va dire l'attention portée aux détails est très impressionnante, car on entend forcément les passants parler. Il y a les journaux aussi qui vont relater des faits d'époque. La radio va diffuser des musiques, des publicités typiques, voire même des matchs de baseball qui vont commenter en même temps. Et les conversations qu'on entend donc au coin des rues, qu'on va surprendre, va renforcer cette impression. On va entendre par exemple, t'as entendu l'autre jour il y a eu une explosion dans tel quartier, il y a eu un règlement de compte et tout. Donc possiblement un règlement de compte que nous on a provoqué ou pas, mais du coup ça donne cette sensation de ville à l'échelle humaine. Ouais, c'est carrément immersif du coup, parce que en plus moi c'est ça que j'aime dans les films de mafia, c'est que tu vois, t'es dedans, quoi. Enfin, c'est des films qui se veulent hyper immersifs, où t'es plongé dans l'ambiance, dans l'univers, etc. Et de ce que tu dis, c'est ça que le jeu réussit à retranscrire. Voilà ce qui permet de nous faire questionner sur les biens fondés de ce qu'on fait au quotidien, en fait, des gens qu'on veut tuer. On va suivre l'évolution de notre personnage, qui peut refuser de tuer des gens, par exemple, ou au contraire, qui peut se dire que c'est peut-être un peu difficile ou quoi. Donc c'est une personne vraiment qui connaît pas le milieu de la mafia, qu'on va découvrir en même temps que lui, et au final, on va avoir les mêmes doutes et les mêmes dilemmes que lui. Et je pense que ça serait pas aussi bien retranscrit si justement ce soin au détail n'avait pas été aussi précis. Pareil, le sound design est excellent. T'entends le bruit des flingues, des voitures, ou même le ding-ding du tram. Tu sais, le tram quand il s'arrête, ou quand il démarre, on a vraiment ce bruit d'époque. Les gens qui vendent des journaux dans la rue, tu les entends hurler prenez la dépêche. Enfin, on a vraiment cette sensation de vie, quoi. C'est ça qui est quand même assez appréciable. Et tu peux en profiter de cette ville, du coup, t'y balader dans Lost Even, profiter, ne rien faire des quêtes, entre guillemets, un peu à la GTA finalement, et zoner, t'occuper, etc. Enfin, t'as du contenu quand même un petit peu, ou juste les collectifs dont tu parlais au début? Non, en fait, c'est-à-dire en gros, la structure, c'est que tu vas avoir donc une cinématique, on va demander d'aller à un point A, donc tu vas faire le trajet, donc le trajet fait vraiment partie intégrante du jeu, tu vas faire ta mission, tu peux rentrer, et entre-temps, tu vas avoir des zones où tu vas pouvoir te balader comme tu veux, donc tu vas débloquer des voitures au fur et à mesure, donc ça te permettra de changer les voitures, et là, tu peux te balader dans ton jeu, donc pareil, il va falloir faire attention, parce qu'il y a certaines mécaniques, j'en parlerai tout à l'heure, qui ont été instaurées par ce jeu-là, qui renforcent encore une fois le réalisme, donc la ville est là, elle est facultative, mais elle est là en tout cas pour le plaisir des yeux. Okay. Les mécaniques de conduite ont été largement retravaillées pour offrir une meilleure prise en main, avec des véhicules fidèles à l'époque et des sensations de conduite bien plus réalistes ici, car les voitures sont lourdes et on peut aussi partir dans le décor très facilement. De même, le système de tir a été peaufiné avec des animations plus fluides et un meilleur équilibrage des armes. Point intéressant, notre protagoniste n'étant pas un familier des armes, il sera très difficile de faire des headshots. Donc, on peut pas faire le kéké super vite, tirer sur tout ce qui bouge ou quoi que ce soit. On peut vraiment se retrouver en galère, en fait, sachant qu'en plus, la vie ne remonte pas automatiquement. Donc, c'est un bon vieux système de kit de soins. Donc, si vraiment on fait le neuneu, on peut se retrouver mort très très rapidement. Donc, ça, c'est cool. Encore de l'immersion. Encore de l'immersion. Ça contribue. Et pareil, quand on vise son ennemi, donc on va le viser, on peut arriver à le toucher très facilement par moment, mais des fois, on sent qu'il tremble un peu au niveau de sa main. Ouais. Donc quand les fusillades sont assez intenses, on va voir le petit réticule du flingue qui va bouger légèrement, en fait, et donc du coup, c'est encore plus dur de faire des headshots, donc il faut privilégier les tirs dans le torse, dans les jambes, ou dans des endroits, souvent même on réfléchit pas, on bourrine, et puis on se dit peut-être qu'une balle va toucher, en fait. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que en gros, ils transmettent l'inexpérience du personnage via le gameplay. Dans Mafia 2 et Mafia 3, on a des personnages qui ont fait la guerre. Et donc du coup, les personnages savent se servir d'une arme, et on le sent, c'est beaucoup plus, beaucoup plus stable. On peut vraiment jouer un petit peu à Rambo par moment. Là, c'est juste pas possible. Je me rappelle une mission qui se passe dans une maison de passe, où là on doit aller chercher le directeur dans son bureau, donc on va monter les 2 étages de la maison de passe, et on peut se faire attaquer par plusieurs de ces hommes de main, et on sent au fur et à mesure qu'on avance que le personnage y galère, et c'est assez difficile d'arriver à tenir la cadence sur la fameuse fusillade. Ok.
Ils ont fait revenir le fameux système de limitateur de vitesse, donc c'est Mafia 1 qui a instauré le limitateur de vitesse, Mafia 3 l'a enlevé, donc là ils l'ont remis en tout cas, ce qui apporte encore une fois du réalisme, parce que on peut se faire verbaliser, si on fait des excès de vitesse, si on roule trop vite, les flics ils vont allumer l'alarme, on peut se faire dénoncer ou des choses comme ça, enfin du moins l'alarme, la sirène, voilà, nous arrêter, donc là on va pouvoir payer la police, si on n'a pas d'argent ils nous emmènent en prison, on peut aussi leur graisser la patte pour être un peu plus tranquille. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est super intéressant, sachant qu'en plus, même si on enlève le limitateur, vu que c'est des vieilles voitures, on peut pas rouler non plus super vite. Les rues de Chicago sont assez étroites. Si on roule trop vite, la voiture peut glisser. Voilà, on peut taper dans des passants et puis on peut engendrer forcément des accidents ou des choses un petit peu plus compliquées. Bien que le gameplay ait été modernisé, il conserve un certain classicisme. Ici, donc pas d'arbre de compétences, pas de loot incessant, ce qui est très cool. Il privilégie une progression scénaristique forte et pousse le joueur à se plonger dans son ambiance plutôt qu'à la recherche d'amélioration. L'une des forces du jeu original était son histoire, captivante, et son approche quasi cinématographique. Le remake ne fait pas exception et pousse encore plus loin cette inspiration des classiques du genre. Donc je les ai cités tout à l'heure, Le Parrain, Les Affranchis. La relation entre Tommy, Polly et Sam est encore plus nuancée et la mise en scène magnifie chaque moment clé du récit. Pareil, l'évolution du protagoniste est particulièrement bien écrite. Tommy commence comme un simple chauffeur de taxi, avant de plonger progressivement dans une spirale de violence et de trahison. Les dialogues ont été réécrits pour apporter encore plus de nuances, parce que le premier Mafia était très manichéen dans le genre, donc là on a quand même quelque chose de plus nuancé, et surtout ça apporte plus de profondeur aux personnages, et ça les rend directement plus crédibles. Pareil, le travail sur les expressions faciales et la direction artistique renforce également l'impact émotionnel de ces moments forts du scénario. Le titre utilise néanmoins les poncifs sur la mafia, donc on pourrait dire même des clichés sur la mafia, pour nous plonger dans cet univers complexe, mais les thèmes de la loyauté, l'ambition ou même le danger, ça va de pair en fait avec ce type d'histoire. Et donc pour moi, c'est pas vraiment des clichés, on va dire, c'est plus une façon de raconter l'histoire, c'est les codes. Oui, puis c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Enfin, franchement, s'il n'y a pas un peu de clichés dans une histoire de mafia, enfin, ce serait presque dommage. Et en plus de ce que et de ce que tu dis, ils ont l'air d'avoir, enfin, c'est un remake qui est quand même allé dans le fond, en retravaillant les personnages, en retravaillant ce que tu dis, l'approche un peu manichéenne, etc. Donc franchement, j'ai l'impression qu'ils ont fait un taf assez ouf sur cette définitive édition. Surtout quand ils ont sorti la définitive édition, il y avait les 3 jeux dedans, donc on a retrouvé Mafia le premier, remake, on a eu un remaster de Mafia 2, et c'est là qu'on voit quand même la différence entre un remake et un remaster, et on a eu Mafia 3 avec tous ses DLC. Donc c'est bien, ils ont ressorti les 3 versions du jeu, en fait, en une seule boîte, mais c'est vraiment 3 styles différents. Surtout que je les avais pas payés cher, j'avais payé 60 € les 3 jeux, je crois. Donc généralement c'est pas cher. D'ailleurs le prochain Mafia sort à 49,99, donc comme quoi on peut avoir des jeux. Ce qui est assez fou. Voilà, un tarif un peu comme Clair Obscur, on peut avoir des jeux à un tarif assez sympa. Je vais conclure. Mafia Definitive Edition est bien plus qu'un simple remake. Il parvient à préserver l'essence du jeu original tout en lui apportant une profondeur scénaristique et une mise en scène digne des plus grands films de gangsters. Sa narration, son ambiance et sa ville vivante en font une expérience incontournable pour tous les amateurs du genre. C'est un jeu qui ne cherche pas à concurrencer GTA, car il joue la carte du récit linéaire, porté par des personnages crédibles et une réalisation soignée. Ce jeu prouve que le jeu vidéo est un véritable média narratif capable de rivaliser avec les plus grands classiques du cinéma. C'est une pépite et une preuve que certains classiques méritent amplement une seconde jeunesse, contrairement au remaster qui pullule depuis quelques années. Et donc c'est ton préféré des 3, si j'ai bien compris. Et c'est mon préféré des 3, tout à fait. Mais même sans la sous-couche remake qui a l'air quand même de fondamentalement changer pas mal de choses, etc. C'était déjà ton épisode préféré des 3 sans cette partie-là ? Alors oui, voilà, mes 2 épisodes préférés, c'est le 1 et le 2. J'ai toujours eu une préférence pour le 1 parce que l'histoire de Tommy, en fait, ça ressemble vraiment plus à une histoire du type Le Parrain, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma. Et surtout, on retrouve vraiment ce côté années 30 qui est très très intéressant. Quand on va sur Mafia 2, là, ça se passe de mémoire après la guerre de Corée. Je crois que c'est la guerre de Corée. Non, Vietnam, c'est Mafia 3. Après la guerre de Corée, donc on est dans les années plutôt 50-60.
Et donc du coup l'ambiance n'est pas du tout la même, et donc il y a quand même la mafia, mais il n'y a pas cet esprit vraiment mafieux qu'on retrouve dans le côté mafia. Et c'est pas ce jeu-là aussi où tu pouvais passer en noir et blanc le jeu de mémoire? Oui, carrément. Ouais. Mon deuxième run, je l'ai fait intégralement en noir et blanc. Parce que du coup, je pense que ça rejoint un peu le fond de ta chronique, c'est qu'on est vraiment dans un jeu qui se veut hyper immersif, hyper scénarisé, et enfin pour moi ça me fait grave penser à tous les films. T'as cité Le Parrain, et évidemment je pensais à lui quand tu parlais, mais on est sur quelque chose de hyper immersif, années 30 et tout, c'est plutôt cool. Il y a un hommage aussi au vieux Scarface des années, je crois que c'est des années 60. Non, je crois que c'était avant même. Un vieux Scarface en noir et blanc, donc qui reprend un peu le même type d'histoire. Et on a un peu cette sensation, tu sais, du rêve américain. La personne qui a un boulot de merde, qui est pas super, qui kiffe pas spécialement ce qu'il fait, il se fait engueuler à longueur de journée par ses clients, il est considéré comme rien. Et un jour, il a une opportunité de se faire un nom, de gagner de l'argent, de fonder une famille. Et du coup, il va s'engouffrer dans cette chose, parce que c'est une histoire d'opportunité, et au fur et à mesure il va comprendre que ce qui est beau en façade ne l'est pas forcément derrière, et que il se retrouve, parce que les gens changent, les gens évoluent, donc les gens ont d'autres priorités dans la vie, il va s'apercevoir que certaines de ces priorités ne correspondent pas forcément avec ce qu'il fait comme métier en fait. Et c'est vraiment bien écrit par rapport à ça. Mafia 2 est un peu différent, parce que Mafia 2 on va suivre vraiment un jeune qui revient de la guerre et qui va retrouver ses potes d'enfance qui ont toujours fait des trucs louches, et du coup il a toujours baigné plus ou moins dans ce milieu-là en fait. Et là ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment une personne qui est totalement néophyte et qui ne connaît pas du tout le milieu de la mafia, et qui va le découvrir, on va le découvrir avec lui, quoi. Écoute, ça donne très envie. J'avais fait un Mafia, je pense que c'était le 3, parce que tu vois ça me parlait le Vietnam et tout, donc ségrégation, le 3, tout ça, j'ai dû faire le 3. Avec Lincoln, c'est le moins mafia des mafias, il ressemble plus à un GTA. Écoute, j'ai fait celui-là, j'avais beaucoup aimé, donc peut-être que moi, tu vois, je serais encore aussi Mafia plus... 3, beaucoup de gens sont assez durs avec ce jeu. Moi je l'aime bien, c'est vrai l'histoire encore une fois est passionnante. Après c'est des jeux assez courts, les mafias, faut compter 10-12 heures ça pour fait le du terminer. bien. Enfin, moi et je trouve c'est ça cool. Oui, c'est ça, j'ai enchaîné 2 gros mondes ouverts dernièrement, 3 même, et là c'était le moment de refaire un petit jeu assez rapide que je connaissais en plus, en préparation du Mafia The Old Country qui arrive le 8 août. C'est donc la fin de ma chronique. Tu vas nous parler de ta série Les Gangsters de Tokyo, je crois. Alors pas du tout. C'est les escrocs de Tokyo, mais ça va, t'y étais presque. Et oui, en fait, je me suis calé quand tu m'as parlé de Mafia. Je me suis dit, tiens, ce serait très bien de parler des escrocs de Tokyo que je venais de terminer, parce qu'il y a un côté hyper mafieux, justement. Donc c'est une série qui est sur Netflix, une série en 7 épisodes. Donc c'est plutôt court, des épisodes de 35 minutes à 1 heure. Et oui, c'est bien aussi. C'est réalisé par Yusuke Taki, donc une série japonaise. Le fameux, donc je connais pas non plus, mais c'était pour dire qu'il était japonais. Et c'est adapté d'un roman qui s'appelle Jimsen Shitashi. De Shinzo Ko, donc voilà, je sais pas qui c'est. Les escrocs de Tokyo, quoi. Voilà, les escrocs de Tokyo. En anglais d'ailleurs, c'est Tokyo Swindlers, donc c'est pas évident à dire. Mais le casting, on a Go Ayano, et il a fait la voix, il a fait une voix dans Kingslave, la voix du héros d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mince. Mais il a fait la voix de ce héros dans Kingslave de FF15. Il y a Itsushi Toyokawa qui a fait la voix de Kerm dans Lost Odyssey, et il y a Kazuki Kitamura qui a le personnage de Kazuma Kiryu dans le film Like a Dragon, le film de 2007. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, ce film. Je crois qu'il est jamais sorti. Non, pas du tout. Tu vois, non, je savais même pas que ça existait. Eh écoute, il s'appelle Like a Dragon. C'est adapté de Yakuza 2. Et pourquoi je me suis embêté de dire tout ça, c'est que pour te faire plaisir, dans ma chronique, j'ai fait des parallèles avec Yakuza que tu aimes énormément. Donc c'est mon petit cadeau pour toi. Voilà. Alors je suis en train de regarder les photos, je t'avoue, à part la personne qui s'appelle Etsushi Toyokawa, je ne vois pas, je vois pas les autres. Celui-là, je l'ai déjà vu quelque part, mais les autres, ça me parle pas. Écoute, c'est celui qui me parlait le plus, en effet. Et donc avant, on va mettre un petit peu de musique avant que je fasse ma déballe. Donc petite musique et on se retrouve juste après. Donc le pitch de cette série, et c'est là où c'est savoureux, c'est qu'on suit une bande d'escrocs, les escrocs de Tokyo. Jusque-là, je ne vous ai pas beaucoup surpris, tout à fait, à Tokyo, mais des escrocs immobiliers. On appelle ça des escrocs fonciers, même dans la série. Parce que
Et ils sont habiles justement, ils ont un mode opératoire très cadré. Ils volent l'identité de quelqu'un, ils falsifient ses documents, ils manipulent notaires, avocats, etc. pour vendre de façon express le bien de cette personne à des compagnies, encaisser l'argent, blanchir l'argent et disparaître des radars jusqu'à que la personne se rende compte son bien est en train de se faire vendre et que elle n'a rien demandé. Donc c'est assez ouf sur le principe. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est finalement l'administration japonaise telle qu'elle est faite qui le permet. Donc évidemment, en trame de fond, on a cette critique de l'administration japonaise qui est une société comme la nôtre, très administrative dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Et donc chaque épisode, surtout au début, on suit des escroqueries du coup, jusqu'à que ce groupe-là se dise on va faire la grosse escroquerie qui vaut 10 milliards de yens. Donc c'est des yens, c'est pas les mêmes taux que nous, mais 10 milliards c'est quand même beaucoup, hein, même au Japon, c'est même astronomique. Et donc là, forcément, c'est un coût beaucoup plus gros, donc qui va demander plus de moyens, qui va les mettre plus en difficulté. Et à la tête de ce groupe d'escrocs, il y a un personnage ultra charismatique qui fait très yakuza, qui a d'ailleurs un passé un peu yakuzaesque, mafieux justement, et qui me fait penser beaucoup à Yakuza, et c'est pour ça que j'en parlerai un petit peu après. Donc on va suivre ce petit groupe qui est assez restreint, donc c'est bien, on n'a pas 50 000 personnages qui suivent, tu vois, on suit vraiment cette bande d'escrocs. Donc on a le faussaire qui falsifie les documents, on a le faux agent, le faux avocat, on a un informaticien de génie qui évidemment tu vois, falsifie les documents, fait ce qu'il faut, etc. C'est un peu la mission impossible des escrocs, quoi. C'est complètement ça même, et je pense que dans la structure même, il y a de ça, enfin ça appelle un petit peu les codes de Mission Impossible. Et ce que je trouve hyper cool, c'est que, pour te dire comment c'est construit, comment c'est filmé, comment c'est même écrit, c'est un vrai polar, mais sous fond de foncier, en fait, immobilier. Là où on a l'habitude des polars, tu vois, de meurtres, de crimes, de tueurs en série, là on est sur du coup des escroqueries immobilières. C'est intelligent parce que tu vois, ça te sort complètement de tes habitudes, des codes du genre même. Pourtant, enfin, ça sort pas vraiment des codes parce que ça récupère tous les codes du polar, mais dans quelque chose complètement différent. Donc on a une équipe de flics aussi, mais forcément c'est pas des crimes, donc c'est plutôt une équipe de second couteau, tu vois, qu'on a, c'est des flics un peu, on a le flic qui part à la retraite, qui s'en fiche, et la petite jeune qui veut faire ses preuves et qui débarque là-dedans, donc stéréotype mais plutôt cool. Donc, tu vois, t'as pas la grande. Ça match bien. Ouais, ça match bien. T'as pas la grande équipe d'enquête, etc. T'as plutôt les seconds couteaux. T'as cette mafia, du coup, ce groupe, et t'as en face les agents, les groupes d'investisseurs, qu'ils sont en train d'escroquer. Donc c'est ce trio que tu vas suivre, les flics, les escrocs et ceux qui se font arnaquer, donc les très grosses compagnies qui sont avides d'argent, qui veulent des profits à tout prix, et ils se font prendre dans leur propre piège, etc. Ouais. Et c'est vraiment hyper savoureux. Et comme je l'ai dit, atypique, parce qu'on est sur quelque chose qui ressemble à rien. Et en plus, comme on n'est pas sur du crime, comme on n'est pas sur de la drogue, comme on n'est pas sur des meurtres, etc., en fait, de prime abord, c'est des escrocs, mais on se branche plutôt de leur côté. Donc tu vois, ça fait naître chez nous une sorte d'ambivalence où tu sais que ce qu'ils font, c'est très mal, mais en même temps, t'as envie, tu vois, de les soutenir. Des fois, moi j'avais envie, envie de leur dire, oh les gars, bon, ok. Allez, c'est que 10 milliards et c'est des grosses boîtes, on s'en fiche. Enfin, tu vois, il y a un côté. La fin justifie les moyens et. Il y a un côté un peu moins pègre que les crimes organisés, etc. Mais in fine, ils sont sur un très gros coup, donc forcément, ça va un petit peu. Ouais, ça va un petit peu dévier. Surtout, encore une fois, il y a ce grand chef qui est un peu le marionnettiste, qui lui est vraiment sans foi ni loi, et qui embarque les autres qui ont plutôt leur propre raison à eux de s'investir dans l'escroquerie ou pas. Enfin, on est vraiment sur des personnages que tu aimes bien, qui sont pas manichéens, c'est exactement ce que t'aimes, avec des côtés sombres et avec des côtés aussi lumineux. Tu vois, c'est des escrocs qui quand même sont attachants. Et c'est pour ça que moi,
ça m'a beaucoup fait penser, j'ai pas fait la série Yakuza, j'ai fait les spin-offs Judgment et ça m'a fait penser de ouf à ça. C'est pour ça que je faisais un petit parallèle avec les jeux Yakuza et en particulier les spin-offs de Judgment. Mais après, je connais quand même les grands personnages très charismatiques, donc Kazuma Kiryu, Taiga Saejima, qui sont des personnages qui sont comme ça, des personnages pas manichéens avec des destins brisés, des passés assez lourds, tu vois, un poids sur le cœur. Et ben c'est ce genre de personnage là que tu vas rencontrer dans la série Les Escrocs de Tokyo. Et en plus, pour moi, un des éléments forts de la série Yakuza, c'est ce côté vraiment très urbain et très ancré dans l'ambiance japonaise. Enfin, je sais pas si c'est bon. Oui, non, carrément, c'est un polar japonais urbain, quoi. Ouais. Et ben, on est complètement dans ça, dans cette série. T'as le côté polar. C'est exactement ce que j'aime et que je recherche généralement. T'as le côté urbain. T'es vraiment dans cette ambiance japonaise à fond, etc. Avec le côté code d'honneur, avec le côté société administrative, comme j'ai dit, mais avec de l'arnaque, etc. Enfin, c'est vraiment... Quand je regardais Les Escrocs de Tokyo, je pensais à Judgment parce que je me dis que c'est la même chose. On est dans des milieux criminels qui sont très codifiés, qui sont sur le code de l'honneur, qui sont sur la trahison. Il y a des jeux aussi de familiaux, etc. Et en ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment très lié avec ce que propose Yakuza dans ces jeux. Oui, c'est dans l'ADN du Japon en fait, et c'est vrai que les Japonais ont toujours été bons dans tout ce qui est film de gangsters et dans ces histoires-là, parce que leurs personnages ont toujours été très nuancés. Ce qui est marrant, c'est que eux, ils ont tendance à surjouer souvent. Après, ce qu'on considère nous comme du surjeu, pour eux, dans leur culture, c'est du jeu normal, c'est leur façon d'exprimer les émotions. Et c'est vrai que nous, occidentaux, ça peut paraître du surjeu. Par contre, à côté, il y a toujours cette dualité entre le bien et le mal, et chaque personnage n'est pas foncièrement négatif. Même quand on a la pire crevure de la Terre, il y a toujours un petit quelque chose qui te fait dire que ça reste un être humain avant tout. Et c'est ce que j'aime justement dans la saga Yakuza, dans la saga Judgment, et également dans ce genre de production. Et exactement, c'est un élément fort pour moi des Escrocs de Tokyo, c'est pour ça que j'ai aimé. En plus, c'est vraiment porté par le casting qui est vraiment très bon. Ils sont hyper convaincants. Et chose que tu as dit et que je relève, c'est qu'en effet, on peut avoir du cinéma japonais très surjoué. On pense à Beat Takeshi, on pense à toutes les productions japonaises un peu délirantes. Mais là, on est quand même sur... il y a une certaine sobriété, tu vois, qui, nous, en tant qu'occidentaux, on se laisse facilement embarquer, on n'est pas trop bousculé par le cinéma japonais, et ça renforce le côté vraiment dramatique des personnages, tu vois, ils sont bien travaillés. Il y a peu de personnages, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important sur cet épisode. Tu vois, je veux pas qu'on ait 50 personnages, il y en a pas beaucoup, c'est resserré, on les a bien identifiés, ils ont un rôle chacun, ils ont un passé, ils ont leurs raisons, qui sont pas toujours louables. On est sur des escrocs, c'est de la pègre. Oui. Mais malgré tout, tu vois, ils ont des raisons qui leur sont propres. Et ça rend finalement, ça donne une certaine authenticité à la série. Authenticité qui, le côté un peu loufoque, écarté des jeux Yakuza, c'est ce qu'on retrouve dans ces jeux-là. C'est le côté authentique des personnages, c'est le côté un peu même valeureux de certains, le côté un peu, authentique. Moi, c'est vraiment un terme, tu vois, qui me revient et qui me fait penser à Yakuza et aux Escrocs de Tokyo comme série. Et au niveau des décors, on est plus dans des décors style carte postale, tourisme et tout, ce qu'on nous montre généralement dans les productions Tokyo 8, ou au contraire, on est dans quelque chose d'un petit peu plus nuancé, lugubre, tu sais, des coins qu'on a moins l'habitude de voir. Alors t'es plus sur, t'es dans des bureaux, tu vois, t'es dans des buildings, t'es dans des cafés, t'es vraiment dans de la vie très cosmopolitaine, tu vois. Ouais, c'est très urbain. C'est très 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 urbain, avec un truc très charmant, c'est que c'est le charme de Tokyo, de toute façon, c'est une mégalopole, mais avec côté temple, tradition, et ça, il nous le montre assez bien dans la série. C'est cool. Donc il joue là-dessus. Donc t'as ce côté que tu peux avoir qu'à Tokyo, tu vois. Ça se passerait à New York, tu pourrais pas avoir ça. Comme ça se passe à Tokyo, ils en jouent et ils ont tout à fait raison. C'est aussi pour ça que beaucoup de remakes américains de production asiatique, que ce soit japonaise ou même coréenne, se croûtent, parce qu'au final, leur architecture, l'ambiance de la ville, en fait, est tellement importante au contexte de leurs histoires que c'est très difficile à retranscrire dans un autre pays. Et ça l'est d'autant plus dans les Escrocs de Tokyo. Donc encore une fois, tout ce que tu dis colle parfaitement avec la série. C'est qu'à un moment, dans les 10 milliards, là, ils vont vendre un énorme terrain à un parc
parking, et au fond du parking, t'as un temple, mais un temple à l'ancienne, un temple millénaire, tu vois, qui date de l'époque d'Edo et tout. Et ça, tu peux voir ça qu'à Tokyo. Donc c'est ça vraiment qui t'embarque, c'est ce polar dans un thème différent, le foncier, l'immobilier, et en plus nimbé de cette tradition millénaire du Japon avec la sauce yakuza, etc. Enfin voilà, tout ça matche très bien en 7 épisodes. Donc je vais passer à la conclusion parce que voilà, il y a pas beaucoup plus à en dire. Regardez-le, je pense que c'est ça la conclusion. Presque. La série nous plonge dans une ambiance tokyoïte, comme tu le disais un petit peu justement, sans pareil, une immersion totale, donc ça fait écho en plus à Mafia, ta chronique d'avant. L'originalité de la série vient, comme je l'ai dit, d'un polar plus administratif à la sauce samouraï, donc non pas sauce samouraï, c'était pour la petite blague, plutôt la sauce ouais, pour le gag, la sauce yakuza plutôt. C'est très bien ficelé, ça tient en haleine tout le long. Ça joue un petit peu sur notre morale, c'est ce que je disais, voilà, on se met de quel côté, des méchants, des gentils, et finalement qui sont les méchants, qui sont les gentils, hein, c'est toujours ça en fonction des points de vue. Donc si on oublie quelques petites longueurs et quelques scènes un peu moins marquantes, franchement c'est hyper original, ça se déguste très vite en 7 épisodes, et voilà, ça fait une petite plongée dans le Japon qui est plutôt cool, donc je recommande en effet chaudement, c'est une bonne série. Et est-ce qu'à ton avis il y a une saison 2 ou il y a une fin? Alors ça se finit, il y a une fin, il n'y a pas de saison 2 annoncée pour l'instant. Voilà. Bon c'est donc cool alors. Il y a une fin, c'est cet épisode. Bon c'est bien, ça c'est satisfaisant en tout cas. Donc ça c'était ton analyse des escrocs de Tokyo. Est-ce que tu as des big up, des petits coucous que tu souhaiterais faire à nos auditeurs qui nous écrivent de mots souvent très gentils d'ailleurs? Et oui, et on en a un, Fabirin. Tout le temps, c'est vrai, pour l'instant. Toujours gentil. On n'a pas eu de... on n'a pas de hater pour l'instant. Ouais, donc on a Fabirin qui nous fait un coucou de Corée. Il nous remercie pour le travail. Corée, la classe. Franchement, la classe. J'espère que c'est la Corée du Sud. Hein. T'as pas précisé, mais j'imagine que oui. Sinon, t'aurais du mal à envoyer ton mail. Coucou de la Corée du Nord. Ah ouais, c'est pas la même ambiance. Écoute, non. En plus, message hyper gentil. Il nous dit qu'il y a du JV sans drama, et c'est vrai, dans la bonne humeur toujours, avec des avis contraires parfois, mais toujours dans l'écoute, c'est vrai. Et il dit que même en famille, c'est pas forcément évident, et il a bien raison. Il y a aussi Aniki qui nous dit merci les potos, fraîcheur dans le monde du podcast et dans le monde du jeu vidéo, donc un grand merci à toi. Jarik aussi qui nous a fait un message très gentil où il nous parlait d'Alan Wake, de Black Mirror, enfin voilà, tout ça très très sympathique. Et enfin sur Insta, Adrien Darby, coucou, je sais que tu adores ce qu'on fait, donc merci à vous les gars. Merci à vous, c'est vraiment sympa. Sid me transfère tout le temps les messages et c'est cool, merci. Je te laisse le mot de la fin. Tu nous as prévu quoi la semaine prochaine, du coup ? Alors, la semaine prochaine, Kira, je n'ai pas mon planning sous les yeux que je suis en train de m'empresser d'ouvrir pour savoir ce que je vais faire la semaine prochaine. Ah oui, j'avais noté Xenoblade Chronicles 2, donc c'est pas terminé, mais j'avais prévu un plan B. Un plan B qui sera du rétro gaming que j'ai refait il y a pas longtemps. Donc, soit c'est Clair Obscur, soit c'est Xenoblade, ou soit c'est ce fameux jeu de rétro gaming qui est mon tout premier jeu vidéo de ma vie, donc à voir. Et toi, ton HS c'est des BD normalement, des BD Disney. Et sinon, comme mot de la fin, écoutez, merci à tous pour votre gentillesse, vos mots, votre soutien, votre amour, même on peut le dire, enfin voilà, de l'amour fraternel évidemment, mais de l'amour tout de même. Et lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, Mafia, Yakuza, voilà, on a pas mal d'exemples en tête. Allez voir Clair Obscur, allez voir Thunderbolt au cinéma. Thunderbolts, tout à fait. Je le dis avec un accent dégueulasse, mais voilà. Donc qui est un Marvel, le moins Marvel de tous les Marvel. Bah oui, c'est un film sur la dépression, ce qui est quand même assez bizarre. Je m'attendais pas à ça, et c'est vrai que pour des personnes qui ont eu des petits coups de déprime, par exemple, c'est très très bien retranscrit à l'image. Voilà, c'est juste pour vous dire. Ne vous attendez pas à des explosions partout. Il y a genre 2 scènes d'action dans le film. Donc c'est vraiment très différent. Très très bien. Ça fait du bien. Il y a moins d'humour aussi. Écoutez de la musique. Il y a la BO de Clair Obscur dispo sur toutes les applications de musique, Spotify, Apple Podcasts. D'ailleurs, applications sur lesquelles nous sommes aussi. Et sinon, prenez soin de vous, vos proches. Profitez des ponts si vous les faites. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.